Salut à tous, c'est Fusey et bienvenue dans Société. Cet épisode va être scindé en deux parties. La première, celle que vous êtes en train de regarder, va parler uniquement des frontières terrestres. La seconde, qui arrivera dans un second temps, parlera des frontières maritimes. Tout d'abord, il faut définir la notion de frontière. Une frontière est une limite, une séparation entre deux États dont l'un d'eux au moins est un État. Les frontières sont fixées uniquement par l'homme, et les États imposent leur souveraineté sur les territoires délimités par celle-ci. Aux États-Unis, il y a deux termes pour décrire la frontière. Il y a border, qui signifie la frontière administrative, une séparation entre les deux États, et frontier, qui est plus proche du front pionnier, c'est-à-dire la séparation entre les territoires connus et les territoires vierges à explorer. Mais d'où viennent les frontières ? Au cours de l'histoire, les frontières ont souvent été redessinées par les guerres et les conflits. Pour délimiter la partie occidentale de leur empire, les Romains avaient les limes. C'était un système de fortification qui était le long de certaines frontières, les frontières notamment avec les peuples barbares. À l'époque, déjà, ces zones représentaient bien plus qu'une simple ligne de démarcation. Elles servaient de lieu de départ pour les opérations offensives et étaient constituées de camps militaires et de champs cultivés pour nourrir les troupes. À la différence de nos frontières modernes, les frontières romaines ne résultaient pas d'accord avec les autres peuples. Elles étaient choisies arbitrairement en fonction de si c'était bénéfique pour l'Empire ou non. Au Moyen-Âge, en Europe, on ne conçoit pas clairement la notion d'État, ni de ses limites. L'autorité des puissances s'exerce sur les hommes plus que sur les territoires, qui s'étendent ou rétrécissent au gré des invasions et des guerres. À l'époque carolingienne, entre le 8e et le 10e siècle, comme chez les Romains d'ailleurs, ces zones mal définies sont lieux de confrontation et souvent appelées marches. Toujours remises en cause au gré des conflits, les frontières de ces régions ne sont pas matérialisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panneau avec écrit « Oh, vous passez d'une région à l'autre ». Non. Les habitants qui voyageaient se rendaient compte qu'ils passaient d'un pays à l'autre par le changement de culture, de coutumes et de langue. Cependant, pendant les 5 derniers siècles du Moyen-Âge, quand la puissance des monarques bouleverse le système féodal, les dirigeants organisent des organes centraux et se font représenter par des administrateurs. Ils créent là les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui un État. Mais il faudra attendre le temps de la Renaissance avant de voir vraiment apparaître les dimensions plus physiques de l'État, grâce notamment au progrès de la cartographie et à la foi des populations envers leurs souverains respectifs. Les monarchies ressentent alors le besoin de s'inscrire dans des frontières fixes et précises, et les rois créent le principe d'un État à la fois centralisé et unifié. La fixation des limites est parfois accompagnée de politiques linguistiques comme celle de François Ier en France, qui fit du français la langue officielle administrative du royaume. Mais comment on crée une frontière ? Eh bien, Fabienne Leloup écrit « La frontière étatique est une construction ». À ce titre, 3 étapes interviennent. La définition du tracé, la délimitation cartographique et enfin, la démarcation. Les frontières sont généralement délimitées par des éléments naturels et géographiques comme des fleuves, des montagnes, des chaînes de montagnes ou des forêts. Néanmoins, dans certains cas, des murs doivent être érigés pour délimiter plus précisément celle-ci. Et maintenant, je vais vous donner la recette pour faire une bonne frontière fermée. Alors, il vous faut un mur ou quelque chose qui permet de bloquer l'accès à l'un des deux territoires. Il faut qu'il soit complètement fermé. Il vous faut après un point de passage gardé et une route principale. Comme ça, vous pouvez mieux contrôler qui passe et quoi passe entre les deux territoires. Ces frontières ont pour effet d'augmenter la souveraineté d'un État sur son territoire. Pour vous donner une idée, lors de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire en 1989, il y avait 16 murs dans le monde. Aujourd'hui, on en dénombre 65.
le plus long étant celui séparant le Bangladesh de l'Inde, faisant plus de 3200 km de long. Et maintenant, la recette pour faire une bonne frontière ouverte. Alors, les ingrédients. Une frontière qui ne se voit pas, des points de passage et plein de routes. Vous disposez vos points de passage partout sur la frontière, aléatoirement. Et vous mettez des routes qui passent par partout. On peut la franchir de partout. Et puis, vous enfournez ça à 150 degrés pendant 20 minutes, et après, un régal. Plus sérieusement, les frontières ouvertes ont pour effet de diminuer la souveraineté d'un État sur son territoire. Il est possible de la franchir n'importe où. On retrouve d'importants flux de marchandises et de population dans ces zones-là. On observe aussi des agglomérations transfrontalières, ainsi que des villes transfrontalières. Ce sont des villes ou agglomérations qui se situent des deux côtés de la frontière et qui communiquent ensemble. Ce cas de figure est bien représenté entre la France et la Belgique ou entre la France et l'Allemagne. Et on observe de nombreux flux de travailleurs transfrontaliers. Pour vous donner une idée du nombre de travailleurs transfrontaliers en Europe, on considère que chaque jour, il y a à peu près 1,7 million de personnes qui traversent une frontière pour travailler. C'est énorme. Prenons le cas du Limès de Rhénan dans l'Empire romain entre le 1er et le 2e siècle. Donc cette frontière concerne l'Empire romain, les Bataves et la Germanie libre. Elle est matérialisée par les fleuves du Danube et du Rhin. Et on observe qu'elle évolue au fil du temps. Cette frontière est destinée à la défense de l'Empire romain contre les différents peuples barbares, c'est-à-dire les peuples qui ne sont pas considérés comme romains. Voilà, t'es pas romain, tu es barbare. Elle joue notamment un rôle militaire, mais la présence d'un fleuve permet aussi le développement du commerce. À la première moitié du IIe siècle, elle possède un réseau de fortifications le long du fleuve. Entre 70 et 160, le territoire des champs d'écumates est intégré à la Rome, ce qui entraîne donc la construction d'une palissade à partir de la seconde moitié du IIe siècle par les empereurs Domitien et Antonien. Penchons-nous maintenant sur le cas de la Corée. Petite pause dans la vidéo pour te rappeler de mettre un like et un commentaire pour me soutenir et n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Un cas très parlant encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 1948, les États-Unis et l'URSS décident de se partager la Corée. Le nord sous l'influence de l'URSS et le sud sous l'influence des États-Unis. La frontière est délimitée par le 38e parallèle. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le 25 juin 1950, 135 000 Nord-Coréens franchissent la frontière entre les deux Corées. S'ensuit alors une guerre qui durera 3 ans et qui mérite un épisode spécial dessus. On peut voir que durant cette guerre, la frontière n'a pas arrêté de bouger jusqu'en 1953, où la frontière finale a été fixée, reprenant presque sa forme de départ, le 38e parallèle. Aujourd'hui, elle mesure 238 km de long. Elle est située au milieu d'une zone délimitarisée, DMZ, une bande tampon de 4 km de largeur. L'ensemble du système fait de la séparation entre les deux Corées la frontière la plus militarisée au monde. On ne va pas parler des frontières liées aux empires coloniaux, car cela fera l'objet d'un épisode, mais je peux vous dire que cela explique de nombreux conflits actuels en Afrique. Les frontières dans l'Union européenne. Bon. Si on passait maintenant à un exemple plus proche de nous, hein. Bon, je vois que la Corée du Nord, les Romains, ça fait loin. Alors, l'espace Schengen, c'est quoi? L'espace Schengen comprend 26 territoires de 26 États européens, 22 États membres de l'Union européenne et 4 États membres de l'AELE, Association européenne de libre-échange. Ces États ont mis en œuvre l'accord de Schengen et la convention de Schengen signée à Schengen, ouais, vous me suivez, au Luxembourg, entre 1985 et 1990. L'espace Schengen fonctionne comme un espace unique en matière de voyage et de contrôle aux frontières. Le franchissement des frontières intérieures s'effectue librement,
sans passeport, sans contrôle. Il n'y a pas de visa, c'est-à-dire que demain, si vous voulez aller vous installer en Espagne, vous n'avez pas besoin de faire une demande de visa, de trucs, de ci, de muche, d'avoir 36 000 papiers à fournir. Non, vous devez juste déclarer que vous allez habiter en Espagne à partir de cette date-là. Cet espace englobe actuellement plus de 400 millions d'habitants sur une superficie de 4 millions de kilomètres carrés. Il fait aujourd'hui partie de l'espace de liberté, de sécurité et de justice européen. Mais les pays restent tout de même maîtres de leurs frontières. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les frontières au sein de Schengen ont été fermées. Les articles 23 et suivants du Code frontières de Schengen disent: les États membres de l'espace Schengen ont la possibilité de rétablir temporairement des contrôles à leurs frontières nationales en cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité, pour des périodes renouvelables de 30 jours et, en principe, pour une durée maximale de 6 mois. Mais des frontières peuvent encore se former. Elles ne sont pas fixes, donc à la suite de conflits internes ou externes, elles peuvent être redessinées. Prenons le cas de la Yougoslavie. Elle se disloque en 7 États indépendants entre 1990 et 2008. La Bosnie-Herzégovine, le Kosovo reconnu par une partie de la communauté internationale, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Slovénie et la Serbie. Maintenant, on va parler de l'URSS, dont son éclatement va donner naissance à 16 pays. Malgré les réformes engagées à la fin des années 1980 par Gorbatchev, l'URSS connaît de graves difficultés économiques au tournant des années 1990. Elle connaît en son sein des divisions, de plus en plus manifestes sur le plan politique. Certaines républiques, baltes et caucasiennes notamment, commencent à désapprouver le pouvoir fédéral. Dès 1989, la Lettonie puis la Lituanie proclament leur souveraineté. Dès lors, la législation soviétique devra être soumise à la décision du Parlement de la République avant d'être appliquée. De plus, certains conflits interethniques se réveillent, comme la guerre du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui éclate dans les années 1988, pendant que l'hostilité vis-à-vis de Moscou se renforce considérablement. Des manifestations ont lieu dans les plus grandes villes de l'Union. Elles sont fortement réprimées et cela n'aide pas à calmer les populations. En 1990, toutes les républiques, y compris la Russie, proclament leur souveraineté. Mais cette dislocation est surtout due au conflit entre deux hommes, Mikhaïl Gorbatchev et Boris Eltsine. Bon, c'est tout pour cette première partie sur les frontières. On se retrouve bientôt pour la seconde sur les frontières maritimes et les territoires ultramarins. Pendant ce temps, portez-vous bien. C'était Sociétae. Over.